Bonjour à tous à Montpellier. Je m'appelle Dorota Ostrovska. Je vous salue de Londres. Je suis très heureuse de pouvoir me joindre à vous de cette manière car la pandémie m'a empêchée de participer en personne. Je voudrais commencer par remercier Pizzi Fenstra, Julie Savelli pour l'organisation de ce merveilleux événement et pour m'avoir invité à y participer. Je suis particulièrement reconnaissante à Pizzi, une vraie amie, qui a réussi à trouver des financements qui ont permis de traduire en français l'original anglais de ma conférence. C'était assez étonnant de retrouver mes propres écrits en français. Je suis vraiment désolée si, en raison de ma prononciation française, je ne suis pas en mesure de rendre pleinement justice au traducteur. Je me sens vraiment perdue dans la traduction. I'm truly lost in translation here. J'espère que vous réussirez néanmoins à trouver le chemin, suivre la logique et que vous apprécierez ma conférence qui est intitulée Chronotope festif, programmation des films, expérience du spectateur et culture des festivals de cinéma. Depuis quelque temps, je m'intéresse aux festivals de cinéma et à la façon dont ils influencent et façonnent la culture cinématographique contemporaine. Les festivals sont surtout étudiés sous l'angle de phénomènes contemporains plutôt qu'historiques. Pour ma part, j'ai été attirée par l'aspect historique de ce festival. Je me suis également intéressée à la formation des canons du cinéma, à la manière dont les festivals sont appliqués dans le processus de formation de ces canons et au rôle des critiques du cinéma dans ce processus. Mon expérience de certains des principaux festivals internationaux de cinéma m'a amené à me pencher sur les questions d'espace et de temps liées à un événement de festival et à son public. Par conséquent, dans ma réflexion sur le festival de cinéma contemporain, j'ai associerai mes principaux centres d'intérêt. L'histoire des grands festivals de cinéma internationaux, la formation des canons par la programmation des festivals, le rôle des programmateurs de festivals et la dynamique spatio-temporelle d'un événement de festival. Dans ma démarche, je relie les histoires culturelles et la géographie des festivals de cinéma à l'histoire des festivals de cinéma et celle du cinéma en général. Mon objectif est de mettre en évidence la relation dynamique que les festivals entretiennent avec les espaces qu'ils investissent. Certes que l'espace d'un musée ou d'une galerie soit programmé ou aménagé pour les besoins d'une exposition particulière ne prête en rien à controverse. Mais cette relation entre l'espace dans lequel se déroule l'événement ou l'événement lui-même n'est pas admise aussi facilement lorsqu'il s'agit de la programmation d'un festival. La nature éphémère et temporaire d'un festival explique pourquoi l'espace devient un point aveugle dans notre compréhension et notre conceptualisation d'un événement de festival. Quant à la façon dont il influe sur la programmation et la manière dont il façonne l'expérience du spectateur du festival et des canons du cinéma. Je souhaite placer la question de l'espace au cœur de notre compréhension d'un festival. L'idée centrale sur laquelle je vais me concentrer aujourd'hui et que je vais essayer de clarifier pour vous est celle d'un chronotope festif et de ses différentes itérations à travers l'histoire des festivals de cinéma. Ma présentation se déroulera en deux parties. Pour commencer, je vais aborder l'idée du chronotope en relation avec la culture des festivals du film afin d'éclairer le concept de chronotope festif. Dans la deuxième partie, je me concentrerai sur un chronotope spécifique ayant trait aux espaces de programmation qui sont marginalisés au niveau symbolique. Ce chronotope fonctionne dans des espaces imaginaires qui existent en marge des festivals de cinéma établis, comme c'est le cas de la section native du Festival international du film de Berlin, la Berlinale. J'appelle ce chronotope festif indigène et je qualifie la Berlinale de chronotope festif utopique. La signification exacte du terme chronotope est espace-temps. L'idée d'un chronotope fut introduite dans les disciplines littéraires par Mikhaïl Bakhtin
théoricien littéraire russe et historien du roman. Il a théorisé le chronotope au fil de plusieurs ouvrages pour en faire un concept central quant au développement des récits littéraires, en particulier l'histoire des différents genres de romans. L'exposé le plus complet de l'idée d'un chronotope se trouve dans son Esthétique et théorie du roman, publié en français en 1978. Voici comment Bakhtin y définit un chronotope. Le chronotope est la corrélation essentielle des rapports spatio-temporels tels qu'elle a été assimilée par la littérature. Dans le chronotope de l'art littéraire a lieu la fusion des indices spatiaux et temporels en un tout intelligible et concret. Dans le contexte littéraire que Bakhtin privilégie, les chronotopes sont compris comme des jalons emblématiques et des tournants dans tout récit, qui façonnent et transforment le caractère de ces récits. Ce sont les chronotopes qui déterminent les différences génériques dans l'écriture romanesque à travers les siècles et les différentes cultures. La plupart du temps, dans sa discussion sur le chronotope littéraire, Bakhtin privilégie le temps par rapport à l'espace, même s'il considère que les deux entretiennent des relations et sont intimement liés. Dans ce type de chronotope, dit-il, le temps se condense, devient compact, visible pour l'art, tandis que l'espace s'intensifie, s'engouffre dans le mouvement du temps du sujet de l'histoire. On pourrait appeler ce type de chronotope des espaces chargés de temps. Mais il existe aussi d'autres types de chronotopes qui mettent en avant la dimension spatiale plutôt que temporelle et que l'on pourrait appeler temps chargé d'espace. Voici les lieux particulièrement productifs en matière d'espace et de temps. La route, le château, les salons, la ville provinciale et enfin le seuil. Parmi les chronotopes spatiaux, le plus pertinent pour mon argument est le chronotope du seuil. L'idée a été développée en lien avec le roman de Dostoïevski et j'y reviendrai dans un instant plus en détail. Il est d'abord temps d'expliquer comment l'idée de chronotope promue par Bakhtin est liée au monde des festivals de cinéma où elle émerge comme un chronotope festif. Associe chronotope et festival de cinéma afin de prendre l'idée du chronotope au sens d'une sorte de prisme capable de comprendre et de débloquer certaines dynamiques d'un événement cinématographique. Pour ce faire, il est nécessaire d'adopter et de se mettre d'accord sur certaines règles du jeu qui nous permettront de jeter un pont entre le monde des chronotopes littéraires et le chronotope festif. Pour que ma proposition fonctionne, nous devons accepter de concevoir le monde d'un festival de cinéma en termes textuels et narratifs. Un festival de cinéma est un texte de grande envergure, à la fois très complexe et peu stable. Il peut être utile de penser le texte de festival comme la superposition de plusieurs éditions de festival, les nouvelles effaçant et éclipsant les précédentes, tel un palimpseste vivant. Ce texte de festival cinématographique est narré ou communiqué d'une manière particulière à travers les critiques des films projetés lors du festival de cinéma et le compte rendu des films primés. Les informations sur le programme sont contenues dans le catalogue des festivals de cinéma et les entretiens avec le programmateur. Ces récits d'un festival sont ensuite incorporés dans l'histoire du cinéma, d'abord par les critiques, puis par les universitaires. Cette histoire nous est présentée comme exhaustive, mais elle est en fait très sélective. Les comptes rendus des cinémas nationaux sont souvent constitués de films d'art et d'essai projetés lors des festivals de cinéma. De nos jours, il est également courant de voir de tels exemples de cinéma nationaux produits avec le soutien des festivals de cinéma et de leur réseau de création. Les programmateurs de films constituent un autre groupe important. Ils communiquent publiquement leurs intentions, principalement par le biais d'interviews et de déclarations éditoriales accompagnant la programmation des films.
Dans mon modèle d'expérience des festivals de films, ce sont les membres du public qui deviennent les critiques et les programmateurs, ceux qui jouent le rôle clé dans la formation des différents chronotopes des festivals. Je vais me concentrer sur leur expérience de festival de cinéma en particulier, car c'est cette expérience qui détermine comment nous en venons à comprendre et écrire certains aspects de l'histoire du cinéma, ainsi qu'établir des canons cinématographiques. Dans les relations espace-temps qui façonnent la narration d'un festival du cinéma, l'espace joue un rôle plus important que le temps. Cela signifie que les chronotopes festifs appartiennent à la catégorie des chronotopes type temps chargé d'espace. Pourquoi l'espace est-il plus important que le temps? C'est le moment de revenir à l'idée de Bakhtin d'un chronotope du seuil et de l'examiner plus attentivement car elle fournit un schéma directeur de ce qui produit un chronotope festif. Pour Bakhtin, le chronotope du seuil était l'un des chronotopes à orientation spatiale, où l'accent était mis sur les espaces liminaires et marginaux tels que seuil, escalier, palier ou foyer. Ces espaces de passage sont aussi des points où se produit une crise, un changement radical ou un tournant inattendu du destin, où sont prises des décisions, où est franchie la ligne interdite, où soit on se renouvelle, soit on est mort. Le temps d'une telle rupture ou métamorphose dramatique n'est pas un temps épique ou biographique, mais plutôt un temps que Bakhtin appelle temps de crise, où un moment est comme des années, voire des décennies. En d'autres termes, le moment du changement est si important qu'il est égal à 1 milliard d'années. Voilà pourquoi c'est l'instant où le moment perd sa contrainte temporelle. L'espace devient à son tour l'élément clé de l'expérience de ce chronotope particulier. Bakhtin a développé l'idée d'un chronotope du seuil en relation avec les romans de Dostoïevski. Il a fait valoir qu'un grand nombre de tournants de son écriture se sont produits sur le seuil entre espace privé et public. De plus, il tient que dans les romans de Dostoïevski, les espaces privés ne sont jamais vraiment privés. Les portes ne sont jamais correctement fermées et par elles entrent et sortent les personnages. Il a également fait valoir que les seuils ou autres types d'espaces liminaires sont des chronotopes parce que c'est là que se produisent les transformations les plus dramatiques de la vie du personnage. Le personnage principal dans le drame du chronotope festif qui détermine le récit du festival est le critique de cinéma et dans une moindre mesure le programmateur de film. Le critique du cinéma est important parce que c'est un membre du public obligé de faire connaître son expérience du film. Il est comme un héros de Dostoïevski en situation de crise permanente et à un tournant de sa vie professionnelle à la recherche d'une pépite. À ses yeux, ce joyau définira le festival et deviendra une référence constante dans tout récit historique de film que le critique contribuera à concocter sur la base des expériences vécues pendant le festival. Une projection de film lors d'un festival, surtout s'il s'agit d'une première, est un seuil sur lequel Bakhtin a écrit à propos du chronotope du seuil. C'est là que le temps est contracté dans la durée de la narration du film et c'est le moment de la crise, de l'épiphanie ou de la résurrection donnée à vivre au public des spectateurs. Être assise devant un écran dans un auditorium obscur, c'est le seuil dans la conscience de tout spectateur. Ce qui diffère d'avec les critiques, c'est que leur opinion va compter à la long terme puisqu'ils vont écrire directement sur leur expérience de visionnage de films. L'expérience globale d'un festival s'apparente à un récit ponctué de quelques moments particulièrement marquants éprouvés lors du visionnage des films. Dans ce récit d'un festival du cinéma, le critique est un dramatisme personne clé. Tout festival
et en particulier le festival des films présélectionnés pour leur qualité, dont le public est composé de faiseurs d'opinion, comme entre autres les critiques, pourrait se résumer à un chronotope festif étroitement lié au chronotope bakhtínien du seuil. Le chronotope festif a de nombreuses itérations dans le monde des festivals du film, et le lieu où se situe le festival importe plus que tout quant au type de chronotope festif rencontré. C'est pourquoi j'ai identifié un certain nombre de chronotopes festifs et en parlerai très brièvement aujourd'hui. On peut envisager les chronotopes festifs comme des modes spatio-temporels particuliers de la culture des festivals du film contemporain, explorés au travers d'exemples de festivals de films spécifiques. Dans mes travaux, j'ai identifié un certain nombre de chronotopes de festivals différents. Ils nous permettent de lier la valeur symbolique de l'événement du festival à la valeur symbolique des films programmés ainsi qu'à leur réception par le public. L'idée du chronotope participe à explorer cette dynamique de manière productive parce que ce concept souligne que c'est au point de jonction spatio-temporelle spécifique de l'existence du festival que se produisent les transformations décisives dans les pratiques de programmation, qui, à leur tour, ont un impact profond sur l'expérience globale de l'événement par le spectateur. Plutôt que tenter d'écrire par le prisme d'un chronotope festif une histoire des pratiques de programmation d'un festival donné, je vous offre un instantané de certains des moments clés de l'histoire de plusieurs festivals de cinéma que j'ai sélectionnés. Pris dans leur ensemble, le chronotope festif offre une incursion unique dans la culture et l'histoire des festivals de cinéma et permet aussi d'explorer l'expérience du spectateur pendant le festival de cinéma. Ce qui rend le concept de chronotope festif passionnant et dynamique dans sa relation avec le monde des festivals de cinéma, c'est que tous les chronotopes festifs sont interconnectés et la plupart du temps coexistent dans le cadre de toute culture de festival. Ils sont en situation de dialogue ou, pour reprendre un autre terme de Bakhtin, dialogique. En outre, à différents moments de l'histoire du festival du film, peut dominer un chronotope particulier. Par exemple, l'interruption de la tradition historique du Festival de Cannes pendant la Seconde Guerre mondiale fit passer le chronotope dominant de l'utopie à la crise. En effet, si le festival n'eut pas lieu pendant la guerre, les archives du Festival de Cannes montrent clairement que l'idée et le souvenir de l'événement étaient très présents et vivants, à telle enseigne qu'on déploya beaucoup d'efforts pour planifier comment rétablir le festival une fois la guerre terminée. Par exemple, de Cannes, on voit comment un festival particulier peut se décrire selon divers chronotopes, ce qui permet de mieux comprendre un festival et l'expérience qu'il apporte aux spectateurs. Prenons la Berlinale, par exemple. On peut identifier les chronotopes suivants: utopique, indigène et élargi. En d'autres termes, non seulement la culture des festivals de cinéma, mais aussi la plupart des festivals sont des constellations de divers chronotopes festifs. Je présenterai ensuite deux chronotopes festifs identifiés au cours de mes recherches. Ce sont les chronotopes festifs utopiques et les chronotopes festifs indigènes. Ces chronotopes entrent également dans le genre des chronotopes dialogiques car ils sont, par rapport à d'autres chronotopes, fondamentalement relationnels. Ma discussion sur le chronotope indigène sera menée dans le contexte de la Berlinale qui, en elle-même, peut L'utopique chronotope festif est associé aux espaces urbains, ceux de la majorité des festivals de cinéma contemporain.
Mon étude des cas de l'espèce concerne le Festival international du film de Berlin, qui a revêtu une grande importance à divers moments historiques, fin de la Seconde Guerre mondiale, guerre froide, unification de deux Allemagnes et mondialisation au XXIe siècle, et pour diverses raisons politiques et idéologiques. La décision d'implanter un festival dans un lieu urbain est souvent sous-tendue par un certain utopisme. Utopie consiste à mettre en avant un ensemble d'idéaux progressistes qui pointent vers un avenir meilleur, puisque soutenu par l'existence d'un festival qui le met en valeur, comme ce fut le cas pour la Berlinale. Ce festival a été conçu comme un bastion des idéaux progressistes définissant la démocratie libérale occidentale. Je n'ai pas assez de place ici pour discuter en détail du chronotope festif utopique. On peut simplement dire que le chronotope utopique de la Berlinale a été modélé par deux tendances. La tendance culturelle et cosmopolite qui s'exprime par la proximité du festival avec les institutions culturelles clés de Berlin, mais aussi la tendance politique qui s'est exprimée après 1999 par le déplacement physique du festival sur la Potsdamer Platz, l'un des points de jonction le plus emblématique du Berlin morcelé par la partition. Ce chronotope utopique de la Berlinale, très chargé politiquement et culturellement, s'est retrouvé dans le programme du festival. Il s'enorgueillissait d'être politisé et très conscientisé sur le plan artistique, ce qui, à son tour, a façonné l'expérience des spectateurs du festival composé de divers publics berlinois et internationaux. Lors des dernières éditions de la Berlinale, une affiche annexe mérite une attention particulière et sera au centre de ma réflexion pour le reste de cette présentation. Cette affiche de la Berlinale en question s'appelle Natif, voyage dans le cinéma indigène. Présente entre 2013 et 2019, elle était axée sur les films réalisés par des cinéastes locaux. Elle était dirigée par Marianne Redpath, programmatrice de longue date de la section Génération, axée sur les films pour enfants et jeunes, et Dieter Kozlik, directeur de la Berlinale entre 2001 et 2019. Après 6 ans d'existence, la catégorie natif fut supprimée. Ce changement coïncida avec la fin du mandat de Kozlik à la tête de la Berlinale. Il fut remplacé par un nouveau réalisateur, Carlo Chatrian, critique de cinéma italien, qui dirigeait auparavant le Festival international de films de Locarno. La nomination de Chatrian fit subir à la Berlinale un certain nombre de changements, mais la suppression de la catégorie natif fut de plus brutale, sans que les raisons n'en fussent jamais pleinement révélées. Quand on y regarde de plus près, il apparaît clairement que la catégorie natif n'avait jamais été très en phase ni facilement intégrée au reste du festival. Les raisons de l'échec de l'assimilation de la catégorie native à la Berlinale seront ici au centre de ma réflexion. Je profite de ma discussion pour montrer comment la catégorie native pourrait s'envisager comme un exemple de chronotope festif indigène. Le chronotope festif indigène remet en question les postulats importants qui sous-tendent le chronotope festif utopique. Il incrimine notamment la programmation et le rôle du programmateur, tout en dénonçant certaines contre-vérités qui sous-tendent l'utopie perpétuée par la Berlinale. Ces contresens tiennent à des préjugés idéologiques sur la race et à des discours de décolonisation que la Berlinale n'a pas été capable de prendre en compte en tant qu'institution et qui ont conduit à la décision de supprimer la catégorie native. Catégorie qui soulève également des questions difficiles concernant la nature collective de la programmation et de la réalisation de films. Cette conception se heurte aux notions d'auteur individuel
qui sous-tendent une grande partie de ce que les festivals de cinéma promeuvent par leur programmation et par le pouvoir dévolu aux programmateurs individuels. L'idée même du cinéma d'auteur contraste avec les formes collectives et inclusives de réalisation des films pratiquées par les cinéastes locaux. En outre, leur mode de narration et leurs esthétiques ancrées dans des préoccupations ethniques ne sont pas faciles à intégrer, souvent contredisent directement celles prônées par cinéastes, réalisateurs et publics de films d'art et d'essai. On pouvait prévoir que la nature collective de la programmation cinématographique soit un des éléments les plus bouleversants engendrés par la catégorie native. Lorsque la native fut créée en 2013, toutes les catégories de la Berlinale étaient dirigées par un seul programmateur. Par contre, la programmation de la section native était très différenciée. Marianne Redpath et Dieter Kozlik dirigeaient la catégorie sous des titres divers. Redpath s'est qualifié de Native Curator, régisseur local, et Kozlik de Festival Director. En même temps, ils étaient soutenus par un groupe de Native Advisors, conseillers locaux, dont la composition changeait chaque année. Ils étaient salués par Redpath et Kozlik dans leur discours d'ouverture et surtout, ils figuraient à organigramme du natif à la section intitulée Native Advisors, accompagnés d'une photographie individuelle avec mention de leur région d'origine et de leur affiliation professionnelle. On lit sur cette page: Conseillers natifs, avec nos remerciements les plus sincères pour leur soutien et pour nous avoir insufflé tenue et endurance. En 2013, ils étaient 10, en 2015, 6, en 2017, 9, et en 2018 et 2019, ils exprimèrent de nouveau leur gratitude à leurs conseillers des années précédentes. Ces conseillers ont des profils professionnels différents. Ils sont producteurs, réalisateurs, directeurs de festivals et programmateurs de films. Il était palpable qu'ils étaient activement impliqués à aider Redpath et Kozlik à organiser cette catégorie de la Berlinale. Et ils reculent un hommage appuyé dans la publication du festival qui rendait donc leur contribution publique et transparente. Les fluctuations du nombre de conseillers furent peut-être liées à l'orientation différente de certaines éditions de la catégorie natif. Il est important de noter que le natif était une catégorie particulièrement inhabituelle selon les normes de la Berlinale ou de tout autre festival international du film. Normalement, une catégorie régulièrement présente au Festival international du film dispose d'un nombre particulier de créneaux horaires où présenter ses films. Ces créneaux sont très compétitifs et très difficiles à obtenir pour les réalisateurs et producteurs individuels. Il est très rare qu'un festival international de film comporte une catégorie dont le nombre de films puisse être réduit ou augmenté d'une année sur l'autre. Or, il en allait précisément ainsi des catégories natives. On constate en fait que cette catégorie n'utilisait tous ses créneaux de programmation qu'une année sur deux. C'est pourquoi, en 2014, la catégorie ne présenta que 2 longs métrages, outre les tables rondes entre professionnels du secteur et les ateliers de narration. Les raisons de cette dynamique de programmation particulière ne furent jamais tout à fait claires. Quoi qu'il en soit, par conséquent, cette catégorie cohabitait mal avec les autres volets de la Berlinale. Cette catégorie était également insolite car elle ne présentait pas seulement des films nouveaux, mais aussi d'autres réalisés quelques années auparavant. Cela brouillait encore l'identité de la catégorie en anéantissant la promesse de la Berlinale de ne présenter que des premières. La catégorie native n'était donc pas franchement axée sur les premières, mais pas plus non plus sur les rétrospectives.
Certaines de ces incertitudes autour des premières se retrouvaient dans la façon dont Redpath et Kozlik modifiaient leur façon de définir la catégorie native. Une année, ils l'appelaient Nouvelle série spéciale. Une autre année, Berlinale natif ou Programme natif. Redpath et Kozlik accueillaient tous deux cette catégorie à bras ouverts et apportaient leur soutien à ce volet de la Berlinale qu'ils virent germer, grandir et évoluer. Cela transparaît clairement dans les métaphores liées à la nature qu'ils employaient en référence à cette catégorie. Cependant, il est possible que cette catégorie moins formalisée, jouissant d'une telle liberté d'expansion dans de nouvelles directions à chaque édition, n'ait pas pu s'accommoder de structures beaucoup plus rigides et formalisées des autres catégories du festival. La question de la place du cinéma indigène au sein de la Berlinale n'a pas été résolue correctement. L'une des raisons pourrait en être la tension entre les différents modes esthétiques et formels qui sous-tendent le cinéma d'art et d'essai et le cinéma indigène. Depuis toujours, c'est certain, le cinéma occidental aime explorer les éléments de culture ethnique et même intégrer leurs traditions narratives et formelles dans le cinéma occidental. Des exemples de ce type de cinéma ont connu un grand succès auprès du public cinéphile et ces réalisateurs ont obtenu un statut d'auteur. Sergei Parajanov en est un cas d'école et il n'est pas le seul. Cependant, la production cinématographique indigène a ceci de particulier qu'elle vise à poursuivre les traditions orales et autres de la narration par le médium du cinéma plutôt qu'apporter une contribution au canon du cinéma d'art et d'essai. Les cinéastes locaux ne cherchent pas à travailler dans le cadre du paradigme du cinéma d'art et d'essai et du cinéma d'auteur, mais plutôt à développer leur propre paradigme, qui est enraciné dans les traditions culturelles, esthétiques et formelles locales. Ils tentent de se réapproprier les représentations de cultures et traditions autochtones, contrairement aux cinéastes occidentaux dont les pratiques sont souvent taxés de vecteurs de colonisation et d'orientalisation. Pour cette raison, le cinéma indigène est bouleversant, et pas seulement pour le modèle du cinéma d'art et d'essai. En fait, l'un des objectifs du cinéma indigène est de remettre en question et d'interroger directement divers postulats idéologiques relatifs à la race et à l'ethnicité en particulier, qui sont présents dans le modèle du cinéma d'art et d'essai. Avec de tels objectifs, on soulève évidemment la question de savoir qui sont les spectateurs de ces films indigènes. L'accent est mis sur les communautés indigènes locales, présentées comme celles qui soutiennent les cinéastes dans leur effort de réalisation cinématographique. Les communautés locales considèrent que les cinéastes leur tendent, pour ainsi dire, un miroir, mais surtout qu'ils portent l'héritage culturel commun et sont chargés de le transmettre aux générations futures. Outre ce public communautaire, il existe un public composé de cinéastes indigènes qui assistent à un événement tel que la Berlinale. Comment comprendre la participation des cinéastes indigènes appartenant à divers groupes locaux à la section native de la Berlinale? Il est crucial qu'ils reconnaissent être engagés dans un projet commun parce qu'ils travaillent tous dans le médium du cinéma. Afin d'expliquer ce point plus clairement, il importe donc de revisiter le concept de chronotope festif indigène. L'élément critique dans le chronotope festif indigène, le seuil qui est franchi mentalement par les différents publics de ces films, c'est l'inclusion même du cinéma indigène dans un festival international tel que la Berlinale.
Fait important, il ne s'agit pas seulement de quelques cas individuels de films indigènes qui parsemeraient les différentes catégories de la Berlinale. Ce qui est radical et à l'origine du Chronotop Festif indigène, c'est l'audace de présenter les films comme une masse critique au sein d'une section séparée. La présence même d'une telle catégorie est bouleversante. Elle crée en effet un malaise et, espérons-le, est susceptible de provoquer des changements dans le festival. On pourrait donc dire que le festival de la Berlinale constitue l'espace ou le lieu du chronotop festif indigène. Au fil des éditions successives de la section native, on commence à découvrir non seulement la dimension spatiale, mais aussi la dimension temporelle du chronotop festif indigène. Le chronotop festif indigène évolue au fil du temps et prend de nouvelles dimensions et formes en essayant de trouver un certain degré de coexistence avec le festival principal. Dès le début de la création de la catégorie native, Redpath et Kozlik se sont attachés à établir puis à cultiver la relation des natifs avec le marché européen du film et l'industrie cinématographique. La Native disposait d'un stand au marché qui proposait une série d'événements et de prises de contact, networking. Le but était de relier les cinéastes locaux aux acteurs de l'industrie cinématographique participant à l'EUFM. Il convient de se demander dans quelle mesure ces efforts ont effectivement abouti à la promotion d'une réelle dimension du cinéma indigène international, comme dit Cordova. Il s'agit d'un type du cinéma indigène davantage orienté vers les marchés internationaux du film, plutôt qu'attaché à soutenir les traditions cinématographiques indigènes individuelles. Voici la remarque de Cordova quant à cette adaptation du cinéma indigène aux marchés mondiaux. La production cinématographique indigène est en plein essor à l'échelle mondiale, en partie grâce au nombre croissant de festivals de cinéma qui présentent désormais ce travail. Cependant, au fur et à mesure qu'elle est diffusée auprès d'un public plus large, ce corpus malcommode, souvent enraciné dans la vie des communautés indigènes locales, s'est retrouvé enchevêtré avec les circuits de financement et d'exploitation en Europe et en Amérique du Nord. Ce sont les implications de cet enchevêtrement avec les circuits de financement et d'exploitation des festivals du cinéma anglo-américain qui sont préoccupantes en termes d'impact sur l'identité des communautés indigènes prenant part à des festivals cinématographiques internationaux comme la Berlinale. Pour que le cinéma indigène soit pleinement intégré au réseau de production et d'exploitation des festivals internationaux, une certaine homogénéisation est indispensable, ainsi qu'un désir de rendre international et cinéphile le public du cinéma indigène. En d'autres termes, un découplage d'avec la production cinématographique communautaire semble inévitable. La disparition de la section native pourrait manifester l'échec de l'intégration prévue des deux chronotopes festifs, l'utopique et l'indigène, car les programmateurs et conseillers de la section native y l'ont semble-t-il entravé. Au cours de leur coexistence tendue, les postulats qui sont dans le chronotope festif utopique sont devenus évidents et ont été remis en question. Pour conclure, je voudrais vous inviter à considérer brièvement l'utopie liée au chronotope festif utopique qui n'a pas réussi à s'accommoder du chronotope festif indigène. On peut se demander dans quelle mesure la notion de cinéma d'art et d'essai, elle-même élément constitutif du chronotope festif utopique, se doit d'être décolonisée. Comment se fait-il qu'une section indigène d'un festival ne jouisse pas du soutien d'un critique de cinéma d'Europe occidentale comme Carlo Chatrian, l'actuel directeur de la Berlinale?
pourquoi avoir décrété que le cinéma indigène ne pourrait exister à la Berlinale qu'au sein d'autres catégories, mais sans jamais disposer de sa propre section? Le chronotope festif utopique ne peut donc accueillir qu'une notion très particulière de cinéma indigène, plus proche du porno du pauvre, dont parle Myriam Rose à propos du cinéma latino-américain présent dans les circuits des festivals internationaux de cinéma. Il s'agit d'un cinéma indigène qui n'existe pas à ses propres conditions, mais qui doit se plier à celles du cinéma d'auteur occidental, lui-même soutenu par le festival de cinéma par le biais du financement et de la programmation de ce même festival. Or, nous le savons bien, regarder l'autre au travers de notre propre prisme, c'est la définition même de l'orientalisme. Le chronotope festif indigène résiste à cette dynamique orientaliste issue du chronotope festif utopique, et c'est probablement la raison pour laquelle la section native a dû être interrompue et éradiquée du programme de la Berlinale.